Dossier 1, première question. Les éléments en faveur d'une maladie de Hodgkin. Donc, j'ai mis déjà l'âge, donc entre 20 et 30 ans, qui a un syndrome, syndrome tumoral. Il y a une atteinte tumorale localisée médiastinale qui a une localisation très fréquente dans le Hodgkin. Les signes généraux avec altération de l'état général, asthénie, amaigrissement, des sueurs nocturnes, le prurite diffus sans cause dermatologique retrouvée, et la biologie, l'hyperéosinophilie, l'augmentation de la CRP, l'anémie. Oui, globalement, c'est ce que j'avais mis. C'est exactement ça. Alors les diagnostics différentiels, moi j'avais dit que ça pouvait être un lymphome non-hodgkinien ou alors une sarcoïdose. Sarcoïdose, globalement, c'est rarement des. On parle rarement de masse médiastinale. Plutôt des adénopathies, c'est rarement des masses très volumineuses. Donc, c'est pas le premier diagnostic devant une masse médiastinale antérieure. C'est plutôt des petites adénopathies hilaires. Alors, il peut y en avoir plus que ça. Ils peuvent être un peu plus volumineux. Mais devant une masse, tu peux le mettre, on te le reprochera pas. Mais il faut effectivement penser à un lymphome qui n'est pas une maladie de Hodgkin. Il y a en particulier une maladie qui s'appelle le lymphome B du médiastin qui donne exactement ce genre d'aspect. Et après, les diagnostics auxquels il faut penser, c'est le thymome, parce que dans le médiastin antérieur, l'autre, c'est le thymus, et le tératome, qui sont toutes les tumeurs germinales qui ont une localisation préférentielle pour le médiastin. Bon, on m'avait appris un moyen mémotechnique, c'était les 3 T, c'est tératome, thymome et terrible lymphome. Et moi, je l'ai toujours retenu. Je trouve que ça marche bien. Dans le médiastin antérieur, médiastin moyen, médiastin postérieur, il y a d'autres diagnostics à évoquer. Non, masse, ça veut dire un gros pougnac. C'est dans le parenchyme, ouais. Dans le parenchyme, ils disent plus de 3 cm. Bon. Alors, question 3, analyser l'hémogramme. Alors, il y avait une anémie à la limite micro-normocytaire et une hyperéosinophilie. Ok. Ouais, j'ai mis 80 de VGM. Je l'ai considéré comme microcytaire, c'est un peu limite. J'aurais pu mettre plus bas. Effectivement, on dit 82, 83. Donc, effectivement, anémie microcytaire, hyperéosinophilie. Donc, l'anémie, on peut l'expliquer par une insuffisance médulaire par envahissement médulaire ou sinon par une inflammation. En plus, elle a une CRP un peu élevée. Et puis, l'hyperéosinophilie, ça peut être une parasitose. Donc là, comme elle est antillaise, on peut penser à l'angululose. Ok. Alors, dans les causes d'anémie microcytaire, il faut quand même repenser à la carence martiale. Après, il peut y avoir des thalassémies, syndrome thalassémique mineur, mais je ne l'avais pas compté. Et dans les éosinophilies, donc, il y a effectivement la maladie de Hodgkin qu'il faut évoquer parce que c'est une cause d'éosinophilie. Et après, effectivement, chez cette patiente martiniquaise, il faut penser à l'angululose en particulier et à toutes les parasitoses. Le bilan complémentaire, question 5. Donc, un bilan d'extension avec un scanner cervico-thoraco-abdominopelvien, une échographie abdominale, une biopsie ostéomédulaire à la recherche d'un envahissement médulaire, un TEP scan et un bilan préthérapeutique avec un ECG, une échographie cardiaque, des bêta-HCG, un bilan pré-transfusionnel. Voilà. Et oui, bon, j'ai oublié la sérologie VIH. Donc globalement, le bilan d'extension effectivement de la maladie de Hodgkin, donc scanner ou TEP scan, c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à faire des TEP scans en première intention parce que c'est un bon examen pour faire le diagnostic de localisation qui ne sont pas cliniques ou visibles au scanner, une BOM. Le reste, c'était bien. La sérologie HIV, il faut vraiment y penser parce que la maladie de Hodgkin, c'est vraiment une maladie qui est fréquente. Ça fait partie des lymphomes qui sont très fréquents et c'est pas anodin. C'est vraiment une maladie qui est liée au HIV. Ils font des Hodgkin particuliers, mais ils font beaucoup de maladies de Hodgkin.
Donc il faut y penser parce que pour le coup, ça change beaucoup la prise en charge thérapeutique et il faut le savoir pour qu'il guérisse. Et il faut rajouter le bilan de l'anémie, comme tout à l'heure, et l'exploration de l'hyperéosinophilie. Donc elle ne prenait pas de médicaments, qui est quand même aussi la première cause à rechercher quand les patients ont une hyperéosinophilie, c'est la prise de médicaments. Et chez elle, en première intention, on fait des sérologies, un examen parasitologique des selles 3 jours de suite. Après, il y a quand même la maladie de Hodgkin, donc si ça persiste à distance, on refera d'autres examens, mais dans un premier temps, on se contente de faire les parasitoses, qui sont quand même ce qu'il y a de plus fréquent. Et voilà, si ça persiste après le traitement de la maladie de Hodgkin, on fera des explorations complémentaires. Donc, est-ce qu'il faut quand même rechercher une autre cause d'anémie et les étiologies de cette éosinophilie? La carence martiale, tu peux la rechercher parce qu'elle peut effectivement avoir un bilan difficile à interpréter du fait du syndrome inflammatoire, mais ce n'est pas systématique. Et si elle a une ferritine qui est un fer sérique bas, une ferritine basse, c'est qu'elle a une carence martiale. Et donc tu vas corriger très rapidement son syndrome inflammatoire avec la chimiothérapie, mais si tu ne lui donnes pas de fer, elle ne pourra pas régénérer de son anémie. Donc ça, c'est important. Quant à faire le diagnostic d'une infection parasitaire, si tu lui fais que de la chimiothérapie avec des corticoïdes et que tu ne la traites pas, ça peut poser de gros soucis. Et donc il faut mieux toujours le faire et savoir ce que tu traites. Parce qu'on donne des traitements, c'est une question après, mais on donne des traitements probabilistes, mais il faut quand même le rechercher. Donc, question 6. En fait, je l'ai réhydraté et renutri. Je lui ai fait poser un pack. Il faudra qu'elle ait une contraception efficace, qu'elle ait des antalgiques si elle a mal. Comme elle a une anémie, on peut poser de l'EPO. Et ensuite, il faut la traiter pour prévenir l'angululose par stromectol. Ok, alors moi les deux réponses que j'attendais, c'était effectivement la contraception progestative avant toute chimiothérapie. On met une contraception pour plusieurs raisons, de façon systématique, quand on fait de la chimiothérapie, même si c'est une chimiothérapie qui induit pas trop de problèmes de stérilité, la BVD, ça a quand même une fonction de protection ovarienne en diminuant l'activité des ovaires. Ça évite que les patientes saignent si elles font des épisodes de thrombopénie. Et puis, ça évite qu'elles tombent enceintes alors qu'on leur fait de la chimiothérapie qui est quand même quelque chose de tératogène. Donc ça, il faut vraiment y penser. C'est systématique, même si elles ne prenaient pas de contraception avant. La deuxième chose, c'est effectivement le traitement antiparasitaire préventif, en particulier de l'angululose maligne chez cette patiente qui est d'origine martiniquaise. Les corticoïdes, ça fait proliférer les anguillules. L'angululose maligne, ça peut être très difficile à traiter et ça peut être grave. Donc il faut y penser. Pourquoi on met plutôt des progestatifs uniquement plutôt que des œstroprogestatifs? Chez les patients qui ont des cancers et des hémopathies, en général, compte tenu du contexte prothrombotique, on ne leur met pas d'œstrogène. Donc c'est des pilules normodosées pour qu'elles ne saignent pas non plus. C'est des œstroprogestatifs type Luthéran, 10 mg par jour pour pas qu'il y ait de métrorragie, parce que si elles sont thrombopéniques, ça va être la cata. Pour l'anémie, on peut la laisser à 9,5 ? Est-ce qu'on peut la laisser à 9,5 ? Oui, ça ne pose pas de problème. Un adulte jeune, donc tu sais que l'anémie va se corriger rapidement. Si elle est pas mal tolérée, tu peux le laisser à 7-8 grammes. Surtout une femme jeune, il faut plutôt éviter de la transfuser pour qu'elle s'immunise. Avant la chimio, mais le plus souvent, l'anémie, elle est liée, on va dire, à l'effet de la maladie sur l'hématopoïèse, et elle va plutôt s'améliorer avec le traitement. Donc globalement, on ne les transfuse pas, sauf quand ils ne le tolèrent pas bien. Si elle est à 6-7 grammes, ce qui n'est pas hyper fréquent, oui, tu la transfuses.
Alors, la question 7. Alors, moi j'ai mis, donc elle est inquiète, alors on la rassure. Le principe de la TEP, c'est d'injecter du glucose marqué par radioactivité, qui est capté par les cellules anormales, et ensuite on détecte le signal, ça permet de localiser la maladie. Les risques, c'est l'allergie aux produits utilisés, et c'est tératogène si elle est enceinte. Et l'intérêt, c'est de faire une stratification précise de sa maladie. Ok. Alors chez la femme enceinte, c'est une question que je ne me suis jamais posée. Je ne suis pas capable de répondre à cette question. Je la poserai et je vous répondrai la prochaine fois. Je ne suis pas sûre que ce soit tératogène. Ça a une demi-vie extrêmement courte. En tout cas, il n'y a aucune complication liée à l'injection d'un traceur radiomarqué, en tout cas du point de vue de l'irradiation et des conséquences, on va dire. Ça, il faut bien rassurer les patients. Il faut savoir que c'est du glucose, donc les patients doivent être à jeun et qu'il faut se méfier quand les patients sont diabétiques et qu'on leur dit d'être à jeun 12 heures avant. Il faut savoir que ça marque toutes les cellules qui ont une activité métabolique élevée, donc ça marque aussi les processus infectieux et ça ne permet pas de faire une différence entre un processus infectieux et un processus néoplasique. Que les principaux intérêts, c'est effectivement le bilan d'extension initiale d'une maladie. Il faut savoir que pour la moelle, effectivement, c'est pas encore validé, c'est-à-dire qu'on fait quand même une biopsie ostéomédulaire, toujours systématique, et même si on a l'impression qu'il y a une petite fixation au niveau de la moelle, que c'est de plus en plus utilisé dans le cadre des protocoles de chimiothérapie pour essayer d'évaluer la réponse précoce, donc de changer de ligne si ça ne marche pas du tout, voire de diminuer le traitement dans le cas de la maladie d'Hodgkin, où c'est quand même une maladie où on guérit à peu près 75-80% des gens, mais les gens, 15-20 ans après, ils ont énormément de complications de la chimiothérapie, de la radiothérapie quand ils en ont eu. Donc de plus en plus, quand les patients ont des maladies localisées qui répondent très bien à la chimiothérapie, on essaie de faire des protocoles pour voir si on ne peut pas baisser les doses chez ces patients-là qui n'ont pas des maladies agressives, qui répondent bien. Et puis ça permet de faire un bilan d'évaluation à la fin du traitement pour vérifier qu'il n'y a bien plus de maladies. Et on sait que ça, c'est quand même relativement prédictif du risque de rechute, enfin de ne pas rechuter. Est-ce que c'est systématique pour le bilan initial ? Tu peux, si tu as besoin de débuter un traitement, toujours t'en passer. Mais globalement, c'est recommandé. Et dans tous les protocoles qu'on fait actuellement, il y a... déjà parce que si tu veux évaluer la réponse, il faut que tu aies un examen de référence. Pardon, est-ce que le scanner, malgré le TEP scan, est obligatoire ? Il y a des centres où ils intègrent le scanner et le TEP scan, puisque de toute façon on fait un scanner, donc ils nous font les deux images, donc c'est l'un plus l'autre. Effectivement, c'est mieux d'avoir une image morphologique si on n'a que l'analyse scintigraphique sur les résultats du TEP scan. Donc on peut faire les deux ou que l'un selon les résultats qu'on nous rend. Donc ABVD, c'est A comme adriamycine. Donc il y a un risque de cardiotoxicité dose dépendante, surtout à partir de 500 mg par mètre carré. Et donc B, bléomycine, il y a un risque de fibrose pulmonaire. V, vinblastine. Et D, déticène. Vinblastine, c'est toxicité neurologique. Il y a un risque aussi de leucémie secondaire. Il y a un risque, effectivement, il y a un risque leucémogène essentiellement pour les anthracyclines. Et c'est globalement tout, c'est les principales que vous devez connaître, je pense, dans les complications de ces chimiothérapies-là.